Cette affaire, vous la connaissez tous. Elle a fait la une des informations durant des jours, voire des semaines. C'est une affaire qui se termine en course-poursuite à contresens sur le pont Mistral, près de Valence. Un homme, Gabriel Fortin, 46 ans, est arrêté par la police le 28 janvier 2021 à 9h21 après avoir commis 3 meurtres et une tentative de meurtre. Dans sa voiture de location, une Hyundai i20 rouge vif, un Glock 17, beaucoup de balles et une liste de noms. À son domicile, des documents, des photos, révélant son obsession pour ses victimes. L'ingénieur au chômage, qui vit à Nancy, vient de se prendre aux personnes qu'il juge responsables de ses échecs professionnels d'il y a 15 ans, mais aussi de sa vie personnelle ratée. Cette affaire vient enfin de prendre fin, car Gabriel Fortin semblait se battre contre le système. L'homme s'est pourvu en cassation. Et en ce mois d'avril 2025, ce fut à la Cour de cassation de trancher. Cette dernière a tranché le 9 avril dernier, mettant un point final à cette affaire, l'homme reste en prison. Pour cette vidéo, je me suis servi de plusieurs sources d'informations différentes, entre écrites et visuelles. Il se peut que certaines informations diffèrent selon les médias utilisés, et qu'il y ait des disparités entre ce que vous avez lu et entendu et ce que j'ai lu et entendu. Et je m'excuse également d'avoir mis autant de temps à poser ce contenu. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Ementy, bienvenue dans Binder, la liste de Gabriel Fortin. Tout commence le 26 janvier 2021. Gabriel Fortin entame un parcours meurtrier. Il tue 3 personnes. Estelle Lust, 39 ans, sera sa première victime. Il l'abat sur le parking de l'entreprise Knauf à Wolfganzen, près de Colmar. Estelle y est directrice des ressources humaines. Ce soir du 26 janvier 2021, Estelle Lust quitte l'entreprise vers 17h30. Elle parcourt le parking, monte dans sa voiture, met le contact et enclenche la marche arrière. À 18h40 environ, un employé aperçoit Estelle effondrée dans son véhicule. La personne court chercher de l'aide, pensant que Estelle a fait un simple malaise. De retour avec de l'aide, en s'approchant, éclairé par la petite lumière de la voiture, André, un ancien pompier volontaire, voit du sang couler. Il essaye de sauver Estelle, mais elle n'est plus à l'arrivée des secours. Estelle a été tuée de 4 balles en pleine tête alors qu'elle était dans sa voiture. La police est appelée à 18h52 et rapidement sur place. Et il ne fait aucun doute quant à la nature criminelle des circonstances de sa mort. Les policiers qui n'ont encore aucune piste ne le savent pas encore, mais ce n'est qu'un début. Car 40 km plus loin, un homme, Bertrand Michel, sera la prochaine cible de Gabriel Fortin. Gabriel Fortin parcourt donc les 40 km que le séparent de sa prochaine cible, Bertrand Michel. Gabriel Fortin gare sa voiture non loin de sa maison et se prépare à frapper à la porte. Bertrand Michel, lui, travaille à son domicile de Wattwiller. Il est en pleine réunion avec des collègues lorsque quelqu'un sonne à la porte. Bertrand Michel explique à ses collègues qu'il en a pour 2 minutes, le temps de répondre. Il se lève de sa chaise et ouvre la porte. L'homme en face de lui tient un carton à pizza. Il est masqué, porte un masque anti-Covid et une casquette. Donc, Bertrand pense avoir affaire à un livreur. Pourtant, Bertrand n'a rien commandé. Le livreur demande s'il est bien Bertrand Michel. Oui, répond-il. Puis tout semble se dérouler très lentement. Bertrand entend un coup. Il se retourne et voit un trou dans sa porte. Regarde à nouveau le livreur qui est toujours en face de lui et semble sous le choc durant 2-3 secondes, puis l'inconnu prend la fuite. Bertrand le poursuit et le rattrape. Les 2 hommes se battent. Bertrand prend des coups de crosse, mais il parvient à arracher un bout du blouson du tireur. L'homme laisse également derrière lui sa casquette, ses lunettes et son masque. Le visage en sang,
Les lunettes cassées, des côtes fracturées n'ont pas arrêté Bertrand Meschel. Il court encore vers l'homme qui vient de tenter de le tuer. L'inconnu file vers sa voiture et dans la panique, n'arrive pas à mettre le contact. Finalement, l'homme parvient à prendre la fuite. Bertrand Meschel, épuisé par le combat, lâche l'affaire et appelle les gendarmes. Il est ensuite conduit à l'hôpital. C'est aux informations le 28 janvier que Bertrand Meschel apprendra le nom de son agresseur et qui connaît le nom de la première victime, Estelle Luce. Nous sommes toujours le 21 janvier, après l'agression de Bertrand Meschel. L'enquête de la brigade de recherche d'Alsace ne fait que commencer, mais en creusant le passé des deux victimes, un lien est fait. Bertrand et Estelle ont travaillé ensemble. 15 ans auparavant, Estelle Luce assiste en tant que stagiaire, elle n'a que 25 ans à l'époque, à l'entretien de licenciement de Gabriel Fortin qui fait face à Bertrand Meschel. Nous sommes en août 2006. Gabriel Fortin, 30 ans, est licencié par Bertrand Meschel, directeur des ressources humaines de l'entreprise Emerson à Chartres. L'entretien se passe très mal. Bertrand Meschel lui fait plusieurs remarques. L'homme n'écoute pas les remarques qu'on lui fait, ne parle à personne dans la boîte, ne cherche à nouer aucun lien avec ses collègues ni avec ses patrons, et pense avoir toujours raison en dépit de tout. Gabriel Fortin conteste ce licenciement et dépose plainte au Conseil des prud'hommes. Cependant, il met fin à la procédure avant de s'installer dans la Drôme, où il est embauché chez Faune Environnement, mais il n'y reste pas longtemps. Il travaille 1 an et demi, jugé incompétent, il est remercié. Il s'inscrit dans le pôle emploi de la région et touche son chômage durant 3 ans. Le lien est donc fait entre les deux premières victimes et Gabriel Fortin. Il reste à retrouver le suspect qui de toute évidence ne compte pas s'arrêter là. 8h30, le 28 janvier, Gabriel Fortin entre dans le pôle emploi de Valence, vêtu d'une veste grise, d'un masque et d'un sac transparent qu'il tient fermement en main. On le voit sur les caméras de vidéosurveillance de l'agence. L'homme se présente sous un faux nom, attend, puis disparaît dans un couloir. Il se rend dans le bureau des réclamations, là où Patricia Passion travaille. Il entre dans son bureau et tire sur Patricia. Il prend la fuite par une autre porte de sortie. L'homme semble encore une fois avoir tout calculé. Patricia Passion est touchée à l'abdomen, elle est au sol. Ses collègues de travail tenteront de lui porter secours, en vain. Géraldine Caclin sera sa dernière victime. Elle est directrice des ressources humaines qui avait licencié Gabriel Fortin en 2010. Après le meurtre de Patricia Passion, Gabriel Fortin roule 4 km environ et se rend à l'entreprise Faune Environnement, lieu où il a travaillé il y a environ 10 ans et où il a été licencié pour insuffisance professionnelle. Il est 9h du matin. Il arrive à la réception, demande à voir le responsable, celui qui l'a licencié ou qui fait partie du groupe des personnes qui l'ont licencié. Cet homme ne travaille plus ici. Alors Gabriel Fortin, qui veut faire payer ceux qu'il estime responsables de ses échecs professionnels, se rabat sur son plan B, une femme, Géraldine Caclin, qui a participé à son licenciement. Il demande à l'accueil à voir Géraldine Caclin. Elle est bien là, à son bureau, mais la réceptionniste le trouve louche et décide de prévenir Géraldine en se rendant à son bureau. Gabriel Fortin va la suivre de loin et tire au travers de la fenêtre du bureau de Géraldine. Mais il rate sa cible. Géraldine, qui n'est pas seule à son bureau, se cache. Une collègue tente de bloquer la porte. En vain. Gabriel Fortin passe la porte et abat Géraldine de 3 balles, avant de revenir sur ses pas et de tirer une nouvelle fois sur elle pour la défigurer. Ensuite, il s'enfuit, mais rapidement après ce 3e meurtre, Gabriel Fortin est arrêté à bord de sa Hyundai rouge. Il semble qu'il était en route pour tuer un procureur qui vit au travail juste après le pont. Un des témoins du meurtre, ou plutôt de l'exécution de Géraldine Caclin,
a noté le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture. Dans la voiture de Gabriel Fortin, une voiture de location, il y a beaucoup de munitions, des notes, des milliers de pages de notes en rapport à son ressentiment vis-à-vis de son licenciement à faux environnement. Gabriel Fortin est inculpé d'assassinat et de tentative d'assassinat sur Bertrand Michel, car Gabriel Fortin avait choisi les victimes avec soin. À partir du moment où il est arrêté, Gabriel Fortin garde le silence, ou presque, sur le pourquoi de ses agissements. Face aux enquêteurs, l'homme demeure mutique, à l'exception d'une phrase qu'il va répéter à plusieurs reprises. « Je ne suis pas un enculé. Je ne veux pas répondre aux questions concernant les affaires qu'on veut me mettre sur le dos. » Il ne participe même pas aux reconstitutions des faits. Face au juge d'instruction, Gabriel Fortin reste silencieux. Il en sera de même aux procès qui suivront. L'enquête se fera donc sans Gabriel Fortin. L'enquête va démontrer que Gabriel Fortin surveillait de près ses futures victimes. Dans son ordinateur, pas moins de 70 000 fichiers comprenant des centaines de pages. Ce sont 4 millions de fichiers informatiques où Gabriel Fortin raconte toute sa vie à la minute près durant 20 ans. Déplacements au kilomètre près, dépenses au centime près, et il note également tout ce qu'il ressent et voit. Il y raconte son animosité face aux politiques, à l'économie mondiale, toutes ses plaintes pour le président de la République, aux ministres, à des parlementaires. Gabriel Fortin reçoit beaucoup de réponses. La plupart sont ainsi. Utilisez la bonne voie, monsieur Fortin, seront les réponses à ses courriers. Il prend soin également d'y inclure ses surveillances en 2015, 2016, 2019. Gabriel Fortin, selon l'enquête, semblait se préparer à ce jour depuis 2014. Cette année-là, il achète des armes, des munitions et s'inscrit à un club de tir. Gabriel Fortin créera également 600 faux profils pour mieux surveiller ses cibles, mais également pour leur nuire. Il critique ses anciens DRH sur les réseaux sociaux sous un des pseudonymes M-Frain. En particulier, il cible Bertrand Michel et Estelle Luce. Par exemple, pour Estelle Luce, il va prendre des photos de sa maison, de ses enfants, 5 ans avant de passer à l'acte. Il n'y a que Patricia Passion qui fut victime de Gabriel Fortin uniquement parce qu'elle se trouvait là ce jour-là. Elle était simplement là, malheureusement, au mauvais endroit, au mauvais moment. Patricia était un rouage important de Pôle emploi, un rouage détruit par Gabriel Fortin. Patricia Passion était femme, épouse et mère. Jamais Gabriel Fortin ne l'avait croisée. Enfin, les enquêteurs découvriront que Gabriel Fortin avait tenté entre guillemets de passer à l'acte quelques mois auparavant. Le 14 octobre 2020, Gabriel Fortin se rend au Pôle emploi de Valence, là où travaille Patricia Passion, sous un faux nom, puis quitte l'agence après quelques minutes. Il va également espionner son ex-copine de collège. Ils étaient en couple en 4e, mais l'adolescente met rapidement fin à la relation. Il avait repéré toutes ses habitudes, connaissait son adresse. Il est probable, selon les enquêteurs, que le 27 janvier, Gabriel Fortin se soit rendu chez Maude, qu'il avait revue après un de ses licenciements. Mais cette dernière avait déménagé. Il surveille également ses anciens avocats lorsqu'il avait attaqué son entreprise au prud'homme, mais également figurait sur sa liste un procureur de la République, celui qui n'a pas répondu à ses courriers. Sa voiture de location, la Hyundai i20, il la loue pour 5 jours, achète beaucoup de nourriture. Il fait également des réserves en carburant dans plusieurs jerrycans, dans le but probable de laisser le moins de traces possible. Gabriel Fortin est jugé par ses supérieurs hiérarchiques comme étant ingérable, ayant un fort caractère, incapable de travailler en équipe,
et incompétent sur le plan professionnel. Il est incompatible avec le monde de l'entreprise et ses collègues le jugent insignifiant et ayant des histoires avec tout le monde. Le procès est censé en tout cas donner un sens aux actes de Gabriel Fortin. Il n'est pas question de l'excuser, mais de comprendre son processus. Parlons du silence de Gabriel Fortin tout au long de l'enquête, durant le procès et face à la juge d'instruction. Son silence, certains l'expliquent comme une vengeance supplémentaire, car Gabriel Fortin a tenté à plusieurs reprises de contester les licenciements, en particulier celui d'il y a 15 ans. En gardant silence, il punit la justice de manière symbolique, mais il punit les proches des victimes de son épopée vengeresse, en les privant des derniers instants de leurs proches. Car seul Bertrand Meschel peut raconter ce qu'il a vécu. En restant silencieux, il contrôle entre gros guillemets ce qui sera dit. En ne disant rien, aucun de ses propos ne pourra se retourner contre lui. C'est une manière grossière de garder un certain pouvoir, de dominer. À la barre, Bertrand Meschel s'exprime. Il explique qu'il n'est en vie que grâce à la chance, que sans la boîte à pizza que Gabriel Fortin tient sur sa main, le contraignant dans le maniement de son arme, la balle l'aurait touché et il ne serait pas là pour témoigner. Il se dit aussi sentir coupable des actes de Gabriel Fortin, ce qui n'est pas le cas du tout, en aucun cas. Surtout, il s'en veut de ne pas être parvenu à l'arrêter. Et ce n'est pas de sa faute non plus. C'est Gabriel Fortin qui a fait un choix. Les proches d'Estelle Luce passent aussi à la barre. Ils racontent leur vie avec Estelle, la vie de famille, les enfants qu'elle laisse derrière elle, son mari, ses parents, ses amis. Ils sont tristes et en colère face au meurtrier présumé de leur fille, femme, mère ou amie, et veulent que justice soit faite. Estelle était, je cite, une personne douce, calme et irréprochable, pour citer son père. L'époux de Géraldine Caclin, à la barre, parle d'elle comme une personne spontanée et sincère. Son fils explique à la cour qu'il est compliqué à 16 ans de comprendre que sa maman ne reviendra plus, car un homme lui a tiré à plusieurs reprises des balles en pleine tête. Il a dû s'occuper de sa petite sœur, de 14 ans, lorsque son papa, accablé par la douleur, était à l'hôpital. Les proches de Patricia Pasquion s'expriment également. L'annonce du décès de Patricia fut une onde de choc pour sa famille, ses 3 sœurs, ses parents. Les témoins du meurtre de Patricia Pasquion et de Géraldine Caclin, eux aussi sont des victimes indirectes de Gabriel Fortin. Ils ont vu le tueur abattre Patricia, ont pensé que l'horreur était aussi arrivée. Ils ont porté secours à Géraldine et Patricia. Ils ont entendu leurs cris, les coups de feu, ont vu le sang et la mort de leurs collègues. À la barre, ils expliquent les nombreux arrêts de travail, les insomnies, les cauchemars, les sursauts au moindre bruit, la peur de la foule. Certains ne peuvent plus travailler, d'autres sont en mi-temps thérapeutique, d'autres licenciés pour inaptitude. Maude, l'ex-copine de collège, explique qu'elle est probablement toujours en vie parce qu'elle n'était plus au domicile méticuleusement surveillée par Fortin durant des mois. Autre chose, le 14 octobre 2020, lorsque Gabriel Fortin passe au Pôle emploi de Valence et qu'il ne passe pas à l'acte, les gendarmes étaient présents dans l'agence pour une session de recrutement. D'où le fait qu'il ne passe pas à l'acte. Les gendarmes, ou les enquêteurs plutôt, ont conclu à cela car quelques jours après ce 14 octobre, la mère et le frère de Gabriel Fortin vont recevoir un courrier nommé héritage avec l'ensemble des comptes bancaires de Gabriel Fortin. Parlons de la mère de Gabriel Fortin. Sa mère, elle aussi, a des traits de paranoïa. Elle se croit suivie par des Russes, selon ses mots. Je cite les avocats de la défense. L'avocat a défendu l'idée d'un délire paranoïaque chez l'homme déjà en proie à des troubles de la personnalité. Un délire paranoïaque déclenché par une suite
de traumatisme professionnel. Ces 2 licenciements ont-ils pu provoquer un trouble dans son psychisme? Ont-ils pu blesser son ego à tel point qu'il n'arrive plus à faire face? Ou se moque-t-on du droit social et des prud'hommes, reprend l'avocat de la défense, évoquant le licenciement d'une entreprise française. Le 26 juillet, on lui dit de faire des efforts, et le 22 août, on lui dit dehors, sans préavis. On a entendu l'expert dire que Gabriel Fortin souffre d'un trouble majeur de la personnalité paranoïaque. Y a-t-il eu perte du réel? A-t-il eu une décompensation? La décompensation, c'est la rupture de l'équilibre psychique de l'individu. Cela se caractérise par le fait que la personne sort du réel, poursuit l'avocat. Quelles sont les causes de cette décompensation? Il faut qu'il se passe quelque chose d'important. Stress, décès, licenciement, blessure narcissique, sentiment d'injustice. L'individu n'arrive plus à gérer les événements de la vie qu'il traverse, poursuit l'avocat du barreau de la Drôme, se basant encore sur l'idée de l'expert. Chez le paranoïaque, la décompensation se fait vers l'âge de 40 ans, nous a dit l'expert. Mais ce basculement est progressif, précise-t-il. Le paranoïaque ne voit jamais d'éléphant rose. Il perçoit les objets, les gens, les événements comme ils sont, mais il en donne une interprétation délirante. Il faut chasser de la tête l'idée du délire d'un schizophrène. Le délire est cohérent, sa faculté intellectuelle est intacte. On n'est pas dans la folie telle qu'on l'imagine, de manière caricaturale, explique maître Romaric Château dans sa plaidoirie. La possibilité de dire que Gabriel Fortin était atteint de délire paranoïaque au moment des faits, ce n'est pas un gros mot. Il faut se poser la question, Gabriel Fortin était-il atteint d'une altération de son discernement au moment des faits? Maître Romaric Château, avocat de Gabriel Fortin. Je cite l'avocat général. Qui est Gabriel Fortin? C'est un quasi-quadruple assassin, déclare avec force l'avocat général Laurent de Cany. Gabriel Fortin est un assassin méthodique. Tente-t-il de passer pour un fou? Il est organisé. C'est mûri, c'est adaptatif, ce qui prouve qu'il est bien dans le réel. Il n'est pas fou, il est méthodique. Sur la personnalité de l'accusé, l'avocat général évoque un homme qui est à la fois juge et bourreau, un individu assez insensible aux autres. Gabriel Fortin est buté et ne veut pas entendre les autres. Il ne veut pas qu'on lui donne tort. Faisant référence à l'écrivain Musil, l'avocat général évoque un homme sans qualité, pauvrement humain, un homme orgueilleux, emprisonné dans une médiocre toute-puissance, mais sûr de sa valeur et qui ne délire pas. Qu'est-ce qui pousse Gabriel Fortin à agir? C'est sa petite estime de soi, assène l'avocat général. Pour ce dernier, l'accusé n'est pas fou. Je cite Maître Denis Dreyfus, avocat de Jean-Luc Pasquion et de ses filles. 22 ans de sûreté, ça ne veut pas dire qu'au bout de 22 ans, cet homme aura une facilité quelconque à sortir. Ces réquisitions très fortes sont dans la logique de l'ensemble de cette procédure. Lorsque l'homme a montré qu'il est un mort-vivant, qui n'a peu le moindre mot, et c'est exceptionnel, le moindre sentiment ou geste vis-à-vis de ses victimes, malheureusement, il n'y a plus que l'élimination qui est la réponse sociale. La question donc demeure. Gabriel Fortin avait-il toute sa tête lors de ce passage à l'acte? Les premiers experts psychiatres n'avaient pas conclu en l'altération du discernement, et également que l'homme n'était plus un danger, qu'il avait, je cite, épuisé sa dangerosité par son passage à l'acte. L'homme se pense surveillé, que des gens rentrent chez lui quand il n'est pas là, que son courrier est ouvert à son insu, que ses avocats ont saboté sa plainte au prud'homme. En juin 2023, Gabriel Fortin, face à la cour d'assises de Valence, est condamné à la prison à perpétuité, dont 22 ans de sûreté. La cour reconnaît que Gabriel Fortin avait son discernement altéré au moment des faits. Cependant, cette altération n'a pas diminué sa peine, ce qui est généralement le cas. L'homme, pensant que sa vie personnelle détruite
et ces licenciements consécutifs sont l'œuvre d'un certain nombre de personnes, et ces personnes devaient payer. Avocats, DRH, ex-copines, procureurs, tous devaient payer. L'homme vivait complètement reclus dans son appartement durant plusieurs années, surveillant les moindres faits et gestes de ses futures cibles. Gabriel Fortin s'est enfermé dans sa rancœur pendant 20 ans. Gabriel Fortin choisit de faire appel de la décision de justice. Il comparaît en appel en mai 2024, entre le 13 et le 28. L'homme ne souhaite pas se présenter devant la cour. La juge va l'y contraindre. Mais Gabriel Fortin ne dit rien. En tout cas, ne répond pas aux questions, ne s'explique pas, répond sans cesse: « Je ne souhaite pas participer au débat. Je ne souhaite pas participer au débat. » La cour d'assises estime que le discernement de Fortin avait été altéré, qu'il n'avait plus son libre arbitre, mais qu'il était toujours un danger. Surtout, et je cite encore une fois, qu'il est inaccessible à tout soin psychiatrique, à tout accompagnement psychologique. En gros, Gabriel Fortin ne veut pas se faire aider. D'où l'absence de réduction de peine. Une seconde expertise conclut en ce sens. L'homme est atteint d'un trouble grave de la personnalité paranoïaque, qui n'est pas une maladie mentale. Donc, pas d'abolition du discernement. La question qui demeure, c'est quand même s'il avait son libre arbitre. Pour les experts du 3e jour du procès en appel, oui, il avait un libre arbitre total. Mais pour les experts du 4e jour, non. Son libre arbitre n'était que partiel. L'avocat de la famille de Patricia Pasquion explique dans sa plaidoirie que le désir de vengeance de Gabriel Fortin ne cessera pas, que cette soif de vengeance est impossible à rassasier. En même temps, il a nourri cette rancœur pendant 20 ans. Évidemment qu'elle sera insatiable. La décision reste la même. Après 2 heures de délibération, Gabriel Fortin est reconnu coupable de 3 assassinats et d'une tentative d'assassinat. Maintenant, Gabriel Fortin se pourvoit en cassation. L'homme en veut au système. Gabriel Fortin a su le 9 avril dernier s'il avait droit à un nouveau procès, et ce n'est pas le cas. Le droit a bien été appliqué durant ces procès. Gabriel Fortin est coupable de ces 3 assassinats et d'une tentative. Il reste en détention. Gabriel Fortin refuse tout contact et visite avec le monde extérieur depuis qu'il est en prison. Et pourtant, même derrière ces 4 murs, Gabriel Fortin fait planer des craintes. Bertrand Meschel est certain d'une chose, il a intérêt à se cacher quelque part, car quand Gabriel Fortin sortira de prison, Bertrand aura 80 ans, et il a la certitude que Gabriel Fortin reviendra finir le boulot. Dans le cas du meurtre de Patricia Pasquion, sa famille a porté plainte contre Pôle emploi, aujourd'hui France Travail. La famille estime à raison que France Travail est en partie responsable de sa mort, car France Travail n'avait mis en place aucun protocole de sécurité. En mai 2023, France Travail a été condamné pour homicide involontaire, mais il fit appel de la décision. La Cour d'appel de Grenoble condamne pour faute inexcusable le 25 janvier 2025. France Travail se pourvoit en cassation avant de faire machine arrière. Je cite le père de Patricia Pasquion. Il ne la connaissait pas, elle ne l'avait jamais vue, elle ne connaissait pas son dossier. Il l'a tuée parce qu'elle était là. Sa joie de vivre et son amour ont disparu à cause d'un ingénieur médiocre. Elle nous manque. Je vous remercie d'avoir regardé ou écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je publie, en tout cas j'essaye, de publier au moins une vidéo par mois. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour chacune de ces victimes, il a visé sans que jamais on ne les vût vaciller. Il ne leur a laissé aucune chance d'échapper à leur mort. Pour Estelle Luce et Géraldine Caclin, Gabriel Fortin a visé la tête et atteint le visage. En les défigurant,
C'est leur identité profonde qu'il a voulu atteindre. Je cite Marie-Caroline Gervason, ministère public.